Pour ceux qui nous suivent depuis des années, vous savez que Temps Présent n'a cessé d'enquêter sur la problématique des enfants placés, un des plus gros scandales de l'histoire sociale de ce pays. La Suisse a placé de force plus de 100 000 enfants jusqu'en 1981 dans des familles, des institutions religieuses, des fermes. Les abus subis par ces malheureux sont inouïs. Brutalité, humiliation, viol et peut-être pire encore. Dans ce dossier honteux, la Suisse s'est conduite, n'ayons pas peur des mots, comme certaines des pires dictatures au monde. La souffrance et l'injustice de ces enfants, aujourd'hui adultes, coupés de leur vraie famille, de leurs parents, souvent pour de mauvaises raisons, cette souffrance a été reconnue par la Suisse. Le Conseil fédéral a demandé pardon et s'est engagé à ce que ces victimes puissent faire toute la lumière sur leur vie confisquée et accéder à leurs dossiers souvent secrets. Découvrir enfin dans quelles circonstances le glaive froid de la justice et de l'administration a brisé leur vie. Dans ce reportage bouleversant réalisé par Andrea Sotero et Géraldine Genetti, vous allez découvrir en direct les dossiers de ces ex-enfants placés. Une sœur dont on ignorait l'existence, une maman à qui on a arraché ses enfants car elle était pauvre, un petit baron local qui abusait de son pouvoir. Cette recherche de la vérité, indispensable au deuil d'une vie massacrée, ouvre aussi des pistes effrayantes. Ainsi, cet institut religieux dirigé par un gang de prêtres sadiques et pédophiles, au sein duquel un enfant qui s'était plaint des sévices subis est mystérieusement décédé peu après. Regardez. L'impression qu'on nous a volé notre enfance, ça c'est sûr, quoi. Parce qu'on nous a menti. On était des gamins de l'État, de l'assistance publique. Donc, on devait tout et eux nous devaient rien. Mesdames et messieurs, vous n'êtes en rien coupables de ce que vous avez subi. C'est vrai, je me regarde encore comme un gamin en me disant « Mais t'es menteur, t'es un menteur, t'es un menteur ». Puisqu'on me l'a dit, je sais pas dans combien de fois, j'ai dénoncé ça en menteur, menteur. Il est donc grand temps que nous fassions une chose qui vous a jusqu'à présent toujours a été refusée. À vous, les anciens enfants placés de force, à vous, les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. Une nation comme un être humain ne peut pas aller en avant, évoluer dans le bon sens si on laisse des cochonneries, des saletés derrière. Je crois qu'il faut nettoyer les choses et puis regarder les réalités telles qu'elles sont. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Le 11 avril 2013, après des années de silence et de déni, la Suisse reconnaît la souffrance de ses enfants. Des enfants qu'elle devait protéger, des enfants qu'elle a transformés en victimes. L'État reconnaît enfin sa responsabilité. Depuis des décennies, ces gamins de l'État ont besoin de comprendre. Ils demandent leurs archives. Aujourd'hui, ils y ont droit. Ils vont obtenir les réponses aux questions qui les rongent depuis toujours. Il n'y a pas beaucoup de bons souvenirs là. Je me revois tout petit, quand il y avait les foins qu'il fallait monter, les foins tout là-bas en haut. C'est vrai que maintenant la hauteur n'est pas énorme, mais quand on est petit, ça fait pas mal. Un père alcoolique, des parents en litige, c'est dans ces conditions qu'Alain voit le jour en 1956. Souffrant d'une grave malformation, un double bec de lièvre, il passe ses premiers jours, ses premières semaines à l'hôpital de Zurich. Puis il est trimballé d'institution en institution, de foyer en foyer, avant d'être placé chez des paysans. Il a 4 ans, ce sera le début de longues années de maltraitance. J'ai l'impression d'avoir vécu, comme un forçat, quoi, du travail forcé, quoi. L'hiver, on devait aller laver nos draps à la fontaine qui est là, casser la glace et puis laver nos draps quand on faisait pipi au lit. C'était pas chauffé chez nous, dans la chambre. Et puis les toilettes, on devait aller dehors, on n'avait pas le droit d'aller aux toilettes dedans parce que
Comme on n'avait pas leurs enfants, alors on avait peut-être une maladie, on ne sait pas. On devait aller dehors. Puis quand vous êtes tout petit, ben, vous n'allez pas aux toilettes l'hiver dehors et la nuit. Alors, ça rebouille, hein? Ça rebouille quand même. C'est pas des bonnes choses. Mais en même temps aussi, bon, ma foi, on était nourris, quoi. C'était un peu le but. Comme Alain, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1981, des centaines de milliers d'enfants ont été placés dans des institutions, des familles de paysans, des maisons de redressement et même des prisons. Pour beaucoup, ce fut un enfer, car une fois placés, l'État ne s'est pas intéressé à leur sort, n'a effectué aucune surveillance, il s'en est lavé les mains. Laissés sans protection, ces enfants ont été exploités, maltraités. Il y avait des orphelins, mais aussi des enfants arrachés à leur famille jugés inaptes. Inaptitude pour cause de pauvreté. C'était ça la réalité, car à l'époque, cette classe sociale inquiétait les milieux bourgeois. Il fallait la briser pour éviter qu'elle ne se soulève. L'historien Pierre Avanzino étudie la question depuis longtemps. Il a recueilli des témoignages d'enfants placés, retracé l'histoire de certaines institutions mises en cause. Quand on lit les descriptions qui sont faites, on parle d'enfants vicieux, d'enfants dégénérés, d'enfants qui mentent, qui volent, qui sont un danger pour la société. Donc si on laisse faire, on va arriver devant un cataclysme. Donc il faut reprogrammer, resocialiser tous ces enfants-là. On les repère et on les place chez une famille qui semble vertueuse, où les 3/4 du temps, ils vont être exploités, maltraités, sous-alimentés, pareil dans des internats ou des maisons d'éducation. Je crois pas que je suis resté un jour sans recevoir une claque ou quelque chose comme ça, sans savoir pourquoi. Hein. Moi, je mangeais à table, ils avaient un crochet au plafond, puis ils avaient pendu une tapette. C'est un tapis de l'époque. Ce qui veut dire, c'est que si on mangeait pas bien, bon, on se ramassait une tapée de la figure. C'était, voilà, notre quotidien. Alain est exploité, corrigé, battu par ce couple de paysans, eux-mêmes parents de 3 enfants. Ceux-ci sont bien traités, et tout comme leurs parents, ils s'acharnent contre Alain. La violence est multiple, quotidienne, et souvent poussée à l'extrême. Je devais aller chercher une pioche vers l'écurie, en fait. Et tout petit, je m'étais trompé d'outil, donc de colère, hein, de rage. On va dire le père, guillemets, m'avait donné un coup. Le coup, je l'ai pris dans le dos, assez violemment, puisque ça m'a modifié la colonne. Une partie des vertèbres sont parties dans le ventre, dans le bassin. Une autre partie est relevée ici. Et ça veut dire que j'ai une vertèbre en moins. C'est avec les années, la vertèbre dans le bassin, elle s'est dissoute. Et j'ai toute ma vie des douleurs dans le dos. C'est un médecin ici, à Orbe, qui a découvert ça il y a 10 ans en arrière. On a profité de ça, les choses, qu'ils ont pu voir que j'avais une vertèbre en moins. Et on voit la marque, du coup. Hein. Les voisins, ou avec tout le village, savaient tout ce qui se passait. Ont vu des choses, nous ont entendu pleurer. Parce que des une ferme, quand un gamin hurle, il pleure, on l'entend. Personne n'a bougé. À l'école non plus. Personne ne bougeait. C'était normal. Ces enfants de l'État étaient totalement déconsidérés, déshumanisés par la société. On ne connaît pas leur nombre exact, mais on parle de 100 000 enfants, rien qu'en Suisse, à avoir été placés et maltraités. Il serait aujourd'hui 20 000 encore en vie, 20 000 à vouloir comprendre pourquoi. Abandonné par ses parents, Jean-Louis a lui aussi été placé dès la naissance. D'abord en pouponnière, puis à 4 ans, dans une famille de paysans.
C'est le début du calvaire. Plusieurs fois, il tente de s'enfuir, mais il est toujours sévèrement puni. J'étais attaché comme un clébard aux machines, puis suivant comme elle était décidée, la bonne femme me foutait à poil, et puis j'étais tout nu avec le collier comme ça. Et puis il y a le chien qui venait le lécher, parce que j'avais pris sa laisse, donc c'est des souvenirs qui vous restent toute la vie, quoi. Quand vous partez comme ça déjà dans votre vie, ben c'est pas beau, hein. Il a fallu qu'il commence l'école pour qu'on constate qu'il est maltraité et qu'on décide de le retirer de cette famille. Il est alors placé à l'Institut Marigny, géré par des prêtres. Ce sera pire encore. Ça a été plus loin, puisque ça a été jusqu'à des viols, et puis c'était le grand silence. J'allais en vacances, j'expliquais ça à ma grand-mère me foutait une claque parce que je racontais des histoires, des insanités, c'est pas les curés qui font ça. Le surveillant m'amenait à 5 heures du matin, m'amenait dans la chambre du directeur. Je passais au plumard. Attendez, j'avais 11 ans, 12 ans, c'est bon. Et puis après, j'allais servir la messe. Alors ça, mais puis de temps en temps, je me disais, mais attends, il y a un problème. Et je n'ai pas réagi. Puis alors, longtemps, c'est moi qui suis, j'ai été le pécheur, le mauvais môme, quoi. Je voyais pas le mal qu'on me faisait tout de suite. J'ai pas vu tout de suite. C'était normal. Pour moi, c'était normal dans la mesure où j'avais toujours vécu dans un milieu comme ça. Et quand est-ce que vous vous déculpabilisez? Pas encore. Pas encore. Jean-Louis subira ses abus jusqu'à sa sortie de l'Institut. Des années de souffrance sans que personne ne le croie, sans que personne n'agisse. Son seul échappatoire sera la peinture et l'écriture. Comment se fait-il qu'une société ait mené ses enfants, futurs citoyens, dans de telles conditions de vie? Quels étaient les ingrédients qui permettent d'aller comme ça jusqu'au bout même de la violence quand on pense à des viols, à des choses de ce type-là? Donc là, on peut essayer de reconstituer des chaînes de pouvoir comme ça, de création d'univers totalitaire, où la personne qui subit l'acte d'éduquer n'est plus rien. Et la punition étant la manière de les remettre dans le droit chemin. Il y a des témoignages tout à fait accablants de ce point de vue-là. Si aujourd'hui une exposition est consacrée à cette enfance volée, et si elle regorge de témoignages, les victimes ont longtemps été confinées au silence. Elles ont dû se battre pour être entendues. Je suis en train de faire un enfant qui n'a pas de bouche. Je fais jamais de bouche aux enfants parce que les enfants n'avaient pas le droit à la parole. Louisette Buchard-Molteni a été transbahutée dans de nombreuses institutions aux quatre coins de la Suisse. Elle y a subi de graves maltraitances. C'est la pionnière en Suisse romande de ce combat mené par les victimes. À cette époque, la société n'est pas prête à accepter son passé. Louisette doit donc mener des actions coup de poing pour simplement être entendue. Gros émoi à Lausanne, on nous informe à l'instant qu'une femme d'une 50aine d'années a escaladé une grue sur un chantier au centre de la ville. Son but ? Sensibiliser la population, que les politiques reconnaissent enfin cette sombre période de l'histoire. Suite à une énième grève de la faim, Louisette décède en 2004. Mais d'autres victimes reprennent le flambeau. Elles sont de plus en plus à témoigner, à manifester, jusqu'à ce qu'elles soient réellement entendues par l'État. C'était le 11 avril 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un pan d'histoire suisse est mis au jour de manière officielle. Des milliers d'enfants de marginaux, de familles pauvres, des mères célibataires, des adolescents rebelles avaient été enlevés de force, placés en orphelinat ou dans des fermes, arrachés à leurs parents, parfois même emprisonnés. La Confédération, par la voix de Simonetta Sommaruga, fait mémoire de ce qu'ils ont subi. Simonetta Sommaruga ne s'est pas contentée de présenter des excuses. Elle a créé une table ronde qui s'est réunie pour la première fois en juin 2013. Elle propose 3 volets d'action.
la création d'un fonds de solidarité pour les victimes, la mise sur pied d'une recherche historique sur le plan national, mais surtout l'accès des victimes à leurs archives, à leurs dossiers. Leur donner le moyen de résoudre les questions qui les hantent depuis toujours. Grâce à ces mesures, Alain est en train de reconstituer le puzzle de sa vie. Les archives étant éparpillées, il n'a pour l'instant qu'une partie de son dossier. Mais déjà, il y découvre des surprises. Il apprend par exemple que tout petit, sa mère l'a abandonné pendant 2 jours pour aller retrouver son amant. Moi, je suis resté 2-3 jours, au coup qu'à 2 jours, d'après le rapport de police, sans soin, sans manger, sans rien. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu la police valaisanne de Sierre, je serais mort. Hein. Voilà, manque de soins. C'est vrai, on découvre des choses comme ça. Quand on voit ces archives-là, on voit qu'il y a quand même les grands responsables. C'est mes parents, parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Mais comme l'État a accepté de nous prendre sur leur coupe, alors ils ont dû faire un travail un peu mieux que ça. Là, j'ai découvert aussi que j'avais un carnet d'épargne de 446 francs 15. C'est très précis. Moi, j'ai jamais vu ces sous. C'est vraiment un mauvais polar, quoi. On peut pas dire autrement. À part les mauvais traitements de ces gens-là, mais aussi le mauvais traitement psychologique. Et l'après, qui dure des années. C'est vrai que ça a presque poussé quelqu'un à se détruire. Je comprends qu'il y a des jeux, je peux comprendre qu'il y a des jeux qui le fassent. Moi, j'y ai pensé, hein, je vous dis honnêtement, à un temps donné de ma vie, j'y ai pensé. Si je me disais, si c'est ça la vie, autant s'arrêter tout de suite, et puis voilà. Mais bon, heureusement que la vie était plus favorable après. Au sortir de cette enfance brisée, Alain sombre dans la délinquance. Puis il rencontre sa femme, il se tourne vers la foi. Alors il se sent prêt à fonder une famille. Il devient père et pardonne même à ceux qui lui ont fait du mal. Mais les questions persistent. Dans quelques jours, il va obtenir des réponses. Il a rendez-vous aux archives de Genève pour découvrir l'autre partie de son dossier. C'est en entendant les excuses de Simonetta Sommaruga que Clément réalise qu'il fait partie des victimes. Sans attendre, il entreprend les démarches pour obtenir ses archives. Quelques mois plus tard déjà, il a son dossier en main. C'est assez dur du jour où j'ai vu ça, parce que vous entrez dans une pièce et vous avez des dossiers qui sont comme ça gros, en forme de, on dit A3 je crois, pas 4, A3, c'est grand, hein, et c'est marqué procès verbal. Alors quand on voyait procès verbal, tu dis, oh ben, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? La grosse surprise, c'est le dossier de mon père, quoi. C'est que des procès verbaux, police, préfet, et puis après, article 1, c'est pas présenté au tribunal, article 2, il a vagabondé, machin, il a volé, enfin ouais, il n'y a que ça. Voilà, c'est ça que j'ai découvert. Dans les dossiers, Clément apprend non seulement que ses parents sont jugés inaptes, mais aussi que ses frères et lui ont été pris en charge par l'État dès leur premier jour. Il est établi que les époux Vielli ont abandonné leurs enfants dès leur naissance et que par la suite, ils s'en sont complètement désintéressés. En 1967, la télévision suisse romande s'intéresse à l'orphelinat où se trouve Clément. Sur ces images, il a 13 ans. Les maltraitances viennent de s'arrêter car l'institution a changé de directeur. Mais Clément reste marqué par les violences quotidiennes qu'il a subies durant les 10 premières années de sa vie. J'ai énormément pleuré, enfin. Moi, j'étais des litres et des litres, j'aurais pu remplir le lac La Gruyère. Non, mais sérieusement, hein, c'était très très pénible, très difficile. Ouais. Des fois, je me demande comment je suis encore là, quoi. Toute sa vie, Clément a cru avoir été totalement abandonné par ses parents. Et même si certaines pièces du dossier le confirment,
il trouve malgré tout quelques lettres de sa mère qui cherche à le récupérer lui et ses frères. C'est une émotion très forte, découvrir enfin une trace concrète de sa mère. J'ai jamais connu ma mère, puis c'est la première fois que je vois son écriture. Vous imaginez, vous voyez votre mère 50 ans plus tard, vous l'avez jamais connue, vous voyez son écriture. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous dites, c'est incroyable ça, l'écriture. Vous voyez, calligraphie, c'est génial. Ça m'a, c'était ému quand j'ai dû sortir quoi. Voilà. J'ai pas pleuré, mais j'ai dû sortir un moment. Puis après, j'étais plus loin, j'ai avancé dans les autres lettres qui étaient où mon père ressassait de nouveau la haine contre les autorités. Enfin, voilà, quoi, ça n'a pas changé. Et elle est la seule qui a porté beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de. C'est ce qui m'a donné toute cette force pour faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez reçu ce document, donc vous êtes au courant hein, de Berne, comme quoi ça a été accepté. Ce courrier de l'accusé de réception, donc la Confédération, envoie ces accusés de réception à toutes les victimes hein, qui font une demande. Voyant les difficultés des démarches, Clément a décidé de s'investir pour aider les victimes à accéder à leurs archives, mais aussi à remplir les documents pour obtenir l'aide immédiate, une aide financière unique, en attendant la création d'un réel fonds de solidarité. Actuellement, votre dossier est à l'étude. Hein. Il crée donc une association en mai 2014. Cette association, il l'a créée seul et la gère aujourd'hui depuis son petit 2 pièces, sans aide extérieure. Le but, l'idée directrice de cette association, c'est d'écouter les gens, de récolter des témoignages, de les classifier, les archiver, et puis c'est d'essayer d'apporter un soutien psychologique aux gens. Puis j'ai eu énormément d'appels, c'était difficile. Je pleurais, j'écoutais les témoignages des gens, je devais réécrire dans cette pièce, écouter dans cette pièce, rédiger dans cette pièce, corriger dans cette pièce, refaire l'histoire, contacter, tout était là, et puis je devais dormir dans cette pièce. Alors imaginez-vous tous les jours comme ça. Hein. Jour de marché à Morat. L'occasion pour Clément et pour la présidente de l'association, la conseillère nationale Ursula Schneider-Schüttel, de récolter des signatures pour l'initiative sur la réparation. Cette initiative, lancée au printemps 2014, demande à ce que des recherches historiques soient faites sur la question. Mais elle demande aussi la création d'un fonds de solidarité doté de 500 millions de francs. Il y a des excuses qui ont été faites, mais je pense que ça ne suffit pas nécessairement. Les gens qui ont été placés n'ont pas pu faire une formation des fois comme les autres. Et ils souffrent encore aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants, par exemple. Et ils n'ont pas les mêmes chances. Alors, beaucoup de ces gens vivent aujourd'hui encore dans la précarité. Alors, il faut aussi les soutenir maintenant. Nous, on nous a enlevés de nos parents, soi-disant qu'ils n'étaient pas à la hauteur, alors qu'on nous a mis dans des orphelinats, dans des institutions qui étaient pires que ce que les parents auraient fait. Et le rôle de l'État n'était pas d'amplifier ce qui se passait dans les familles, c'était de réparer. C'est pour ça qu'il faut réparer, c'est pas nécessairement pour la maltraitance réparer, on en tant pourra qu'elle, jamais. mais c'est aussi pour toutes les chances de qu'on a prises. toucher un dédommagement financier, ça comment dire, un emplâtre sous une jambe de bois. Ouais. Parce que les souffrances que ces gens ont subies, ça vous réparez plus, c'est fini. Aujourd'hui, les victimes, ils veulent avoir une reconnaissance, une reconnaissance et une connaissance de leur histoire du passé. Ça va combler une grande blessure qu'ils ont. Si, parce que ça donne une souffrance de nouveau. Souffrance qui ressort. Comme Clément, Jean-Louis a créé une association, car aujourd'hui, partout en Suisse, les victimes se regroupent, comme ici à Genève. Alors, j'aimerais vous donner 2-3 petites informations pour tout le monde. Les dossiers, c'est vrai que ça paraît un peu long. Ces collectifs aident les victimes à entreprendre les démarches pour obtenir leurs archives, mais ils sont surtout un lieu d'échange où ces anciens enfants placés peuvent enfin parler librement. Écoute,
J'ai eu 3 appels des archives. Malheureusement, je n'ai absolument rien pour l'instant. Ils veulent me contacter, et puis on va prendre rendez-vous, etc. Et j'attends toujours. Mais tu dois bouger aussi, peut-être, non? Non, je dois attendre. T'es sûr? Oui. Et puis, bon, moi, je veux savoir pourquoi on m'a enlevé de chez mes parents. Moi, je veux savoir. Parce que c'est un passé lourd, quand même, qu'on nous a... pour nous emmener pendant 6 mois quelque part, après, pendant 1 an ailleurs, et puis... On a failli se faire violer, trop de changements et sans explication, sans voir les parents. On me disait que mon père était à la Légion, que ma mère, l'appartement était trop petit pour Noël pour m'accueillir. Et on me faisait comprendre que ma mère, c'était une femme qui aimait bien les hommes. Bon, c'était une pute, il faut dire en français, que c'était une putain. Pourquoi est-ce que nous, on était 5 frères et sœurs, on nous a mis... Aucun n'a été mis dans la même pension. Oui. Déjà, là, c'est déjà un crime. D'accord. Hein? Moi, quand ma sœur a eu 20 ans, moi j'en avais 22, on m'a présenté ma sœur. C'est ta sœur. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. J'avais 8 ans. On m'a présenté ma sœur. Quand j'étais... Tout à l'heure, vous avez parlé vous disiez on disait que votre mère était une pute. Moi, c'est pareil. À 5-6 ans, quand je prenais des baffes dans tous les sens... Je veux voir maman, je veux voir maman. Ta mère, c'est une pute. J'ai dû demander à ma maîtresse d'école ce que c'était qu'une pute. Moi, j'ai accepté d'aller à l'armée uniquement pour apprendre à tuer, parce que c'était le but de ma vie. Pour apprendre à tuer. Pour tuer les gens qui m'avaient fait du mal. Parce que personne ne me défendait. C'est pas parce qu'on n'avait pas de parents qu'on était des proscrits ou je ne sais pas. Moi, j'ai passé à la casserole à Bron, ça c'est par les pères catholiques. Oui, ben, la salette de Boulaire, c'est de là. Et quand je le disais à ma mère, elle m'envoyait une claque, elle me disait, c'est toi l'impur. Et puis après, j'ai rien connu d'autre, hein. C'est absolument. Parce que j'ai pas honte de dire, hein. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai jamais connu une femme de ma vie, donc voilà. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. J'ai pas de honte à avoir, hein. De son côté, cela fait longtemps que Jean-Louis veut comprendre. Il y a 4 ans, Temps Présent l'avait accompagné alors qu'il découvrait pour la première fois une partie de ses archives, celle du tribunal de l'État de Fribourg. Petit, Jean-Louis n'avait pas osé dénoncer les hommes d'église, mais il avait dénoncé un surveillant qui lui aussi l'avait violé. Sur ces images, il redécouvre sa déposition 60 ans après les faits. Il réalise qu'il a été manipulé, qu'on l'a forcé à revenir sur sa déposition. C'est grave ça, parce que en fait je suis un menteur, puisque lorsque j'ai dit précédemment qu'il avait introduit son membre dans mon derrière, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. J'ai voulu dire qu'il m'avait touché quelque chose qu'il ne me fallait pas toucher. Je dois dire que jamais m'a introduit son membre dans mon corps. Lorsque j'ai déclaré qu'il m'avait sucé son membre, j'ai voulu dire qu'il m'avait sucé la langue. Mais putain. Depuis de nombreuses années, Jean-Louis tente d'obtenir l'autre partie de son dossier, les archives de l'Église. La plus importante à ses yeux, la plus difficile à obtenir. En 2012, il contacte donc le nouvel évêque Charles Morero. Sa réponse est comme un coup de poignard pour Jean-Louis. Il n'est aujourd'hui possible de prouver aucun fait, mais je vois la sincérité de votre souffrance qui me fait souffrir en retour. Mais j'étais malade, j'étais mal, j'étais révolté. Jean-Louis ne baisse pas les bras. Il veut son dossier, une reconnaissance à n'importe quel prix. Pourquoi il faut que ce soit écrit? Pourquoi il faut que ce soit noir sur blanc? C'est une preuve. Si Tartampion me dit, écoute, mais oui, mon pauvre Jean-Louis, t'as été violé ou t'as été ceci, mais oui, ça veut rien dire. C'est vraiment l'écrit, c'est l'histoire. Pourquoi, pour ces victimes, la reconnaissance est-elle importante? Mais simplement pour ne pas verser dans la folie, hein. Quand on n'est pas sûr de ce qui nous est arrivé et qu'on peut le rechercher que par soi-même, la reconnaissance par d'autres confirme des sentiments et des souffrances que l'on a.
Bon, la découverte de sa propre histoire peut être aussi très difficile. D'un coup, on tombe sur des dossiers qui sont très stigmatisants et ça renvoie à des douleurs qui étaient enfouies. Et ça les réactive, ce qui provoque toute une série de problèmes et qui demande un accompagnement. Pour Alain, c'est le jour J. Il va découvrir ce que contient son dossier aux archives de Genève. Il est accompagné par un psychologue du Centre La Vie, l'aide aux victimes d'infractions. Un peu stressé, un peu d'émotion quand même. C'est un grand moment de ma vie, c'est aussi une revanche sur mon enfance, c'est aussi une manière de pouvoir, on dirait aussi clôturer un chapitre, d'exprimer ce que j'ai vécu à des gens qui ont voulu me faire taire. Et puis c'est un moment clé de mon existence. La découverte des archives représente souvent une épreuve, un tsunami dans la vie des victimes. Elles peuvent être submergées par leur passé. D'où l'importance d'être accompagnées et soutenues par un professionnel. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Flequillier. Enchanté. Bonjour monsieur, Roger Rosset. Bienvenue aux archives d'État de Genève. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Favre. On va aller dans la salle de consultation. Alain consulte aujourd'hui son dossier genevois, puisque c'est là qu'habitaient ses parents. Il avait déjà obtenu une première partie auprès du canton de Vaud, là où il était placé. C'est une véritable enquête que ces victimes sont obligées de mener. Trimballés durant toute leur enfance, ils doivent reconstituer leur vie et contacter les différentes archives cantonales. Alain va sans doute obtenir des réponses à ses nombreuses questions. Ce moment étant chargé d'émotions, nous le laissons seul pour découvrir ses dossiers. Est-ce qu'il y a des documents qui peuvent être choquants pour la personne, perturbants? Est-ce qu'il y a des grosses surprises? Ça peut arriver, ce genre de choses? Alors oui, ça arrive même à chaque fois. Parce que quand les souvenirs que la personne s'est constituée, des souvenirs qui datent de l'enfance, qui ont 50, 60 ans, et ce qui s'est passé au moment de la naissance, par exemple, il y a une énorme différence. On va découvrir que les parents étaient incapables de les élever ou alors les abandonnaient, par exemple. Et c'est peut-être pas l'histoire que l'enfant, à l'époque, a comprise. Il n'existe pas un seul dossier par personne. Les documents des victimes sont éparpillés entre plusieurs services. Le travail des archivistes est donc considérable. Il arrive même souvent que certains documents manquent ou qu'ils soient même totalement détruits. Clément, lui, n'a pas connu ce problème. Son dossier était complet. Il a même eu plus de réponses qu'il n'attendait. Lui qui croyait n'avoir que 2 frères, il apprend qu'il a aussi 2 sœurs. Charlotte, décédée à quelques mois, et Madeleine, de 6 ans son aînée. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé dégueulasse de la part des autorités cantonales qui ne nous avaient jamais rien dit. Clément veut retrouver cette sœur. Il prend contact avec la Croix-Rouge, avec le service de recherche des proches. J'ai rempli un formulaire. Alors c'était quitte ou double. Ou bien elle est vivante ou elle n'est pas vivante. J'ai pris le risque. Tant mieux pour moi, elle est vivante, quoi. Quel acte de gruyère, ça. Frères et sœurs depuis plus de 60 ans, c'est seulement la 3e fois qu'ils se voient. La première rencontre a eu lieu au printemps 2014. Ils doivent rattraper le temps perdu. Ton papa, c'était vraiment un homme... C'est inadmissible ce qu'il a fait, quoi. Ta maman était gentille. Toi, tu ressembles beaucoup à ta maman. Heureusement. Mais j'entends le papa. Nous, on était tous... C'était notre papa, quand même, le tien. Alors, il faut que ça... Voilà. On n'était pas des enfants désirés, je dirais. On peut dire ça comme ça. Oui. Et puis, une fois que moi, comme je suis le dernier de la famille, notre mère, après ça, a décidé de s'enlever la matrice. Et puis, quand elle s'est enlevée la matrice, elle a attrapé un, je sais pas quoi, elle est morte à 40 quelques. Voilà, c'est la raison. Et bien, Paulina nous interdisait de voir notre mère.
Bon, toi, tu y étais pas, mais Michel, moi et Jean-Pierre, on n'avait pas le droit de voir notre mère. Mais on savait pas ça, nous, tu vois. C'est joli, là, hein. C'est comme des pâturages. Hein. Magnifique. C'est comme des pâturages ici. Hein. Oui. C'est par là-bas au fond qu'on va aller, nous. Oui. Tu vois, il y a quelques maisons là-bas à gauche, elle est juste derrière la maison. On la voit depuis là, mais elle est un peu cachée. Voilà. Clément a fait une autre découverte dans les archives. Cette découverte, il tient à la partager avec sa sœur qui, elle, ignore tout de sa petite enfance. Ça, c'était la maison. Alors voilà, ça c'est l'endroit où on est venu au monde. C'est ce qui reste de la maison, c'est ça, quoi. Avec la fenêtre, là. Et puis on était, tu vois, le mur, là. Oui. C'était des murs comme ça. Tout fait de pierre avec des courants d'air, quoi. Les autorités nous ont trouvés dans un endroit insalubre. Et puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un foyer de maladie, de tuberculose, etc. Donc c'est ce que toi tu as vécu. Oui. Et puis que nous, on était très faibles. Et puis on nous a pris pour nous mener à l'hôpital et puis nous soigner pendant des mois en chirurgie pédiatrique, quoi. Mais tu te rends compte ? En effet, Clément a trouvé un document très précis. Dans une lettre datée de 1949, un médecin alerte les services sociaux au sujet des conditions de vie de la famille, alors que Madeleine est encore bébé. Il n'existe vraiment aucune possibilité d'hygiène dans cette baraque. À côté d'une saleté sans pareille, cet abri me paraît même insuffisant pour loger un poupon, car de partout arrivent des courants d'air, l'eau de pluie sointe par les parois et le mobilier est dans un état répugnant. Le père absent, la mère ne parvenant pas à offrir mieux à son enfant, Madeleine est retirée à ses parents. Aujourd'hui, elle comprend enfin pourquoi. C'est triste, mais je pense qu'on a quand même eu la chance de continuer notre vie dans un autre état, quoi. Grâce à maman qui a tout fait et grâce quand même à des autres personnes qui nous ont aidés. J'ai bien réfléchi avant de faire ce pas-là. J'ai dit que si j'invite Madeleine, je crois qu'elle a droit de savoir quand même ce qui s'est passé par rapport aux archives. C'est les archives qui ont fait que j'ai fait ce pas. Je suis sûr que pour elle, elle ira beaucoup mieux après, quoi. C'est ce que vous pensez, Madeleine? Vous pensez que ça va vous permettre de comprendre, d'avancer? Oui, d'un côté, peut-être je me dis, ça aurait été quand même mieux de n'avoir jamais vu cette misère. Mais t'as raison. Un mois après cette découverte déstabilisante, nous retrouvons Madeleine chez elle, dans le canton de Soleure. Je peux presque pas croire qu'on est né ou qu'on a vécu étant bébé dans un état tel quel. Et deuxièmement, j'étais triste pour ma mère, parce que je pense qu'elle a dû aussi beaucoup souffrir, malgré tout, qu'elle a essayé, mais qu'elle n'a pas eu un chemin facile. Vraiment, j'avais de la peine à digérer ça. Alors ça m'a travaillé plus de temps que moi je pensais. Ça m'a touchée. Ouais. Madeleine est aujourd'hui mère de 2 filles. Elle a vécu en Suisse allemande la majorité de sa vie, sans se douter une seconde qu'elle avait 3 frères. À l'âge de 66 ans, quand Clément
m'a téléphoné, je suis presque tombée dans les pommes, je tourniquais là comme un lion dans une cage et je téléphonais aux deux filles, je dis mais c'est pas possible, mais tu te rends compte comment ça se peut, et puis ci, puis ça. Découvrir l'endroit où elle est née, pour Madeleine, ça a été le déclic. Elle a décidé d'entreprendre les démarches pour consulter ses archives. Madeleine ne sait pas grand-chose de son enfance. Simplement qu'après avoir été retirée à ses parents, elle a été placée dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis plus rien, jusqu'à 7 ans, âge auquel elle est adoptée par un couple. Depuis 2 ans jusqu'à 7 ans, j'étais sûrement à une place. Mais où? Est-ce que j'étais toujours dans cet orphelinat ou est-ce que j'ai même passé dans des familles? C'est un trou entre 2 et 7 ans. C'est comme si je n'avais pas existé. Et ça me travaille aussi. Je dis, c'est pas possible ça. En attendant d'aller consulter ses archives, Madeleine ne veut pas perdre le contact avec ses frères. Elle les voit, leur téléphone régulièrement, comme pour ressusciter une famille inexistante jusqu'ici. Vous en voulez à l'État de vous avoir caché à vous ou à vos frères l'existence des uns et des autres? Oui, alors ça je comprends pas du tout parce que on était une famille et puis moi ils ont jamais donné la chance à mes frères de me connaître. Ils m'ont ignoré, ils m'ont carrément mis dans un tiroir fini terminé. Je trouve ça c'est intolérable. Oui. On peut rien faire, ça c'est passé. On peut seulement voir maintenant, à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Mais le passé, c'est passé, quoi. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, je me dis, c'est 60 ans de perdu. On peut dire ça comme ça. Puis en même temps, il y a de la joie parce que j'ai quand même réussi à retrouver quelqu'un. Alors, c'est difficile de répondre, est-ce que c'est 60 ans de perdu ou pas? Moi, je crois vaut mieux tard que jamais, mais par contre, je regrette qu'on n'ait pas pu vivre 60 ans avant, parce qu'on est avant, et puis faire un bout de chemin comme chaque frère et sœur pendant une famille, quoi. J'aurais pu, c'est pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Jean-Louis n'a jamais cessé son combat pour obtenir une reconnaissance, une preuve. Il a continué à contacter l'évêché à maintes reprises sans obtenir davantage de réponses. Jusqu'à cette lettre, le 30 septembre 2014, signée de l'évêque lui-même. Il lui annonce qu'il a enfin trouvé le dossier de l'Institut Marigny. Ce que j'ai pu lire est totalement écœurant. Je comprends sans peine votre révolte justifiée. Si vous venez à Fribourg, je peux vous remettre moi-même le dossier Charles Moreau, donc évêque. Voilà, une lettre qui change la vie, qui change le sens de mon engagement pour aller jusqu'au bout de cette histoire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, mon seigneur? Ça va et vous? Enfin, je peux venir. Bienvenue. Merci. Vous voulez oui. On part ensemble? C'est beau chez vous. Ah, c'est pas mal, oui. Je vous montre le chemin parce que je connais mieux. Voilà le dossier. Merci. Alors voilà, ces fameux documents de l'Institut Marigny, dans lesquels on voit que les personnes que vous avez accusées ont effectivement commis ces actes, déjà avant que vous arriviez. Voilà, je vous montre ça simplement pour vous dire que c'est à lui qu'on fait ça.
parce qu'il a trop souffert, en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à voir ces dossiers. Mais aujourd'hui, je ne les ouvrirai pas dans la mesure où je veux rentrer tranquille. Mais voilà. Un enfant contre lequel tout le monde s'est acharné et la société était liguée. En fait, vous avez reconnu des gens que j'avais cités. J'ai reconnu des gens que vous avez cités. Mais pourquoi on les a pas punis, on les a pas enlevés de l'église, on n'est pas... Je comprends pas. L'un d'entre eux, on l'a enlevé quelques années après. Pas assez vite, c'est sûr. Parce qu'en fait, on le savait déjà avant. Au moins en partie. C'était faux. C'était une erreur. Une erreur grave, parce qu'on aurait pu vous éviter ça. Et certains le disaient déjà. Voilà, et d'autres enfants. Et d'autres enfants, oui, c'est sûr. Parce qu'il y avait une complicité qui était malsaine, en fait. Il y avait une complicité interne à l'Institut et une complicité de la société. C'est-à-dire, on voit, et dans la société fribourgeoise, ce qui, pour moi, personnellement, augmente le poids, c'est que cette complicité, elle était cimentée autour de l'Église. Et là, on va devoir essayer d'en tirer les leçons. Comment est-ce qu'un gamin comme ça peut se réconcilier avec la société, avec tout ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que peut faire l'Église? Qu'est-ce qu'a fait l'Église? C'est responsable. Depuis, en tout cas, Jean-Paul II, et encore plus Benoît XVI, et donc je ne peux que me mettre avec eux, on peut au moins demander pardon. Parce qu'il y avait une faute grave. On le voit bien. Mais l'autre partie, ma foi, c'est les victimes qui peuvent le dire. C'est pas à moi de le dire à leur place. Quand j'ai entendu des victimes, vous et d'autres, je veux dire qu'il m'a fallu du temps pour enregistrer. Je vous ai accepté. Je vous ai cru tout de suite quand vous me l'avez dit. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment intégrer une chose aussi horrible? Et il a fallu du temps pour laisser tomber ça. Pas parce que j'avais des doutes quant au fait. J'en veux à personne, j'en veux à tout le monde. C'est comme ça, c'est impardonnable. Je peux pas. C'est pour ça que la réconciliation, je peux pas. C'est pas les personnes qui sont présentes que elles ont rien, vous n'avez rien à voir là-dedans, indirectement. Bien sûr, c'est les gens qui ont vécu avant. Voilà, mais j'ai pas à me venger sur des gens qui font leur travail présentement. Mais c'est le passé, puisque c'est encore des choses qui vous tarabusquent sans cesse qui reviennent. Et puis et tous ces gens ont foutu en l'air la vie de certains personnages dont moi, dont j'envisageais peut-être ma vie autrement que si j'avais pas rencontré ces gens. J'ai rencontré qu'une personne par accident une fois, mais c'était répétitif, donc c'est pas bien, c'est impardonnable. Je suis assez satisfait dans la mesure où c'est quand même le résultat d'une demande qui n'existe pas d'hier, hein, c'est d'une demande de toujours, où j'ai voulu prouver que les choses s'étaient passées et que voilà. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense aussi que je le fais aussi pour l'exemple, pour certains qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur demande. Et donc ce dossier, vous le gardez et vous le lirez un jour, bientôt? Voilà. C'est une pièce d'or. Enfin, je suis quand même content de l'avoir fait. Puis maintenant, je vais pouvoir peut-être penser à autre chose. Parce que ça m'a beaucoup accaparé. C'est extrêmement douloureux comme type de rencontre. Et enfin, je vais quand même pas me plaindre trop, parce que c'est surtout lui qui souffre dans cette affaire. Mais
je dois dire, prendre conscience de ça et se sentir de quelque manière lié à ce que l'on fait souffrir, c'est clair que c'est dur. Le dossier qui a bouleversé l'évêque concerne l'Institut Marigny. Même si le nom de Jean-Louis n'y figure pas, on y découvre que les personnes qu'il dénonce ont effectivement commis des abus et des maltraitances sur d'autres enfants dans les années qui ont précédé son arrivée. À l'Institut Marigny, il y avait un rassemblement dont j'espère qu'il ne se retrouve pas tellement d'autres endroits, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'ils s'étaient repérés les uns les autres pour avoir un tel groupe de sadiques, pervers et pédophiles rassemblés? Je ne sais pas. Plusieurs prêtres, entre autres directeurs de l'Institut, et laïcs, y compris une femme d'ailleurs, ce qui est plus rare, la sœur du prêtre directeur, à un moment donné, ont abusé sexuellement de mineurs placés, qui en outre ont été parfois battus devant tout le monde. Il y a un cas où tout ce qu'on voit dans un rapport, c'est un enfant est allé se plaindre, il est rentré à l'Institut, quelques jours plus tard, il est mort. J'ai dit, on n'a aucune explication de la raison, mais disons que ça fait franchement froid dans le dos. Charles Moreiro aimerait faire la lumière sur le cas de cet enfant, sur celui de Jean-Louis et sur d'autres cas encore. Il vient de lancer une recherche historique dans la totalité des archives de l'évêché et a confié cette tâche à 2 historiens externes à l'Église. Retour aux archives de Genève, où Alain a passé plus de 2 heures. 2 heures à lire pour la première fois des correspondances le concernant, notamment des lettres de la famille où il était placé. C'est très dur. J'ai découvert des choses, c'est pas possible. Non, c'est terrible. Il y a aussi un chantage. Je vois cette dame, elle réclame sans arrêt de l'argent, même sous la menace. Si vous me donnez pas ce que je veux comme argent, je vous renvoie les enfants, débrouillez-vous avec, vous leur trouverez un autre logement, une autre famille. Ça, c'est des lettres qui reviennent plusieurs fois à la surface. Alors on voit ce qu'on est. On est vraiment une machine à pognon, comme c'est tout. Non, c'est pas évident à voir ces choses-là. Puis d'un côté, c'est quand même des réponses, c'est quand même aussi un soulagement. C'est aussi des choses qu'il faut digérer le tout, quoi. Il faut un peu de temps, puis voilà. Alain, Clément, Jean-Louis et tous ces autres gamins de l'État ont ressenti le besoin de comprendre leur passé, au risque de se faire mal, de raviver leurs blessures d'enfance. Les réponses ont été douloureuses, mais elles étaient nécessaires, vitales. Avant ces démarches-là, je n'avais aucune preuve de ce que j'ai vécu. Aucun papier, rien. Au moins maintenant, j'ai des preuves. J'existe. Il y a une trace, avant pas. Je crois pas qu'on est vraiment guéri de ces choses-là. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer, d'accepter, de comprendre. Mais de guérison, non. Vous brisez une vie, elle restera brisée. Il y aura toujours des séquelles. Mais on peut accepter, grandir et travailler avec, évoluer dans le bon sens. Rappelons encore que la Confédération a créé un fonds d'aide pour indemniser les victimes de placements forcés, mais qu'à ce jour, elle n'a reçu que 900 demandes sur les 20 000 personnes concernées en Suisse. Le délai pour déposer sa demande court jusqu'au 30 juin prochain. Alors, vous l'avez entendu dans ce reportage, les historiens ont désormais accès à ce douloureux dossier. Que vont-ils encore découvrir? Est-ce que, par exemple, en plus des viols pédophiles et de la maltraitance, il faut soupçonner que des enfants soient morts de négligence, comme cela a été révélé en Irlande, qui a découvert une fosse commune de 800 enfants.